BFM Business, Impact PME l'hebdo, présenté par Philippe Bloch. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 6 de la saison 2 d'Impact PME. Toujours, vous le savez, en nous intéressant à ces entreprises, ces TPE, PME, qui surfent sur la crise, en tout cas qui tentent de combattre cette période extraordinairement difficile par plein de façons, et notamment le numérique, puisque ce sera un des enjeux de notre émission de ce jour, avec un entrepreneur et deux invités qui vont pouvoir nous nourrir sur la maturité digitale des entreprises françaises. On les découvrira dans un instant, mais je présente tout de suite Marie Dupuis-Courte. Marie qui est entrepreneur, qui sera à distance, je la vois à l'écran, je la vois dans le studio. Bonjour Marie. Bonjour à tous. Marie Dupuis-Courte qui est directrice générale de la maison Dupuis, je la présenterai dans un instant, et également vice-présidente en charge du développement des compétences à la Fédération française du bâtiment. Merci de nous rejoindre de votre belle Normandie. Laurent Degré à mes côtés. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe. Laurent, vous êtes président de Cisco France. S'il y a un acteur qui connaît le digital et surtout qui l'alimente à travers des tuyaux qu'on ne voit pas toujours mais qui sont indispensables, c'est bien Cisco. Et vous allez bien sûr nous présenter tous ces enjeux dans quelques instants. Et Aurélien Palix. Aurélien, bonjour. Bonjour Philippe. Et vous êtes en charge, quant à vous, d'animer la sous-direction des réseaux et usages numériques à la DGE. La DGE qui a notamment une émanation qui s'appelle France Num et qui est éminemment importante aussi pour aider les entreprises françaises à se digitaliser. Alors je le disais, on va démarrer avec vous Marie, puisque vous êtes une entreprise familiale, créée en fait en 1983 par Rémi Dupuis. Et puis vous l'avez rejoint en 2005. C'est une boîte absolument magnifique qui est spécialisée en rénovation et monuments historiques. C'est-à-dire que vous avez 4 métiers en fait, la couverture, la charpente, la maçonnerie et la rénovation. Vous êtes des passionnés dans toute la famille du patrimoine en fait français. Qu'est-ce que vous êtes venu faire dans cette aventure familiale? À quel moment et pourquoi? Et où étiez-vous avant de la rejoindre? C'est vrai que, étonnamment, c'était pas mon premier choix parce que je pense que comme beaucoup de jeunes étudiants, je me suis dit je veux surtout pas faire ce que font mes parents. Je voulais surtout pas être entrepreneur parce que je me disais ils travaillent comme des fous, ils sont jamais dispo, il n'y a pas de week-end, mais pourquoi font-ils ce job? Et puis après quelques années en tant que salarié dans certains groupes français, notamment dans l'alimentaire et dans la grande distribution, je me suis dit qu'en fait, non, j'avais besoin de sens, j'avais besoin de passion. Et en fait, j'ai compris pourquoi mes parents passaient autant de temps et d'énergie dans leur travail et qu'ils comptaient pas leurs heures. C'est tout simplement parce qu'ils étaient passionnés par ce qu'ils faisaient. Et voilà, et la passion a grandi en moi, elle m'a gagnée. Et depuis, je vois pas le temps passer. Et tous les jours, je suis ravie d'avoir fait ce choix et d'avoir rejoint l'entreprise familiale il y a déjà un peu plus de 15 ans maintenant. Vous me rappelez effectivement cette conviction que la passion n'a jamais fatigué personne et que l'ennui use n'importe qui. Vous êtes bien d'accord? Alors dites-moi, vous avez 40 salariés aujourd'hui. Comment traversez-vous cette période de dingue qui a été créée par le Covid, depuis ce premier confinement à ce reconfinement? Vous êtes une des activités qui est autorisée, je crois, à continuer à travailler. Pour autant, quelles ont été vos difficultés? Quelles réorganisations ont été opérées dans toute cette période au sein de la Maison Dupuis? Ben c'est vrai qu'on est passé par une succession d'émotions assez incroyables. Alors, au premier confinement, celui du printemps, on s'est dit qu'on allait déjà continuer. C'était compliqué, c'était un peu ambigu, on ne savait pas qui pouvait ou qui ne pouvait pas, mais moi, j'ai des collaborateurs qui tout de suite ont dit « Non mais Marie, c'est le printemps, il fait beau, nous on sort d'un hiver où on a été trempés sur les toits, nous ce qu'on veut aujourd'hui, on a les meilleures conditions pour travailler, on veut continuer à travailler, on ne veut pas rester chez nous ». Alors déjà, dès le printemps, on a continué avec ceux qui le souhaitaient. Et bon, c'est vrai qu'on a la chance de travailler en extérieur. Alors la mise en place du protocole sanitaire, elle a été un peu facilitée pour nous à cette époque-là. Et on a travaillé au printemps à peu près à 50% de l'effectif. Donc c'était déjà une chance. Et c'est surtout que ça nous a énormément aidé parce qu'on se disait que voilà, on avançait. Et qu'il fallait continuer en tout cas à faire avancer les chantiers et que pour les collaborateurs c'était vraiment positif. Moralement c'était positif. On l'a bien vu parce qu'on a quand même quelques collaborateurs qui très vite, au bout de 2 mois, se sont dit non mais c'est pas possible. On commençait déjà à sentir quelques mal-être chez certains. Donc on a vraiment resserré les équipes, beaucoup communiqué. Par comment d'ailleurs? Parce qu'on va beaucoup parler... Je vous interromps, Marie, parce qu'on va beaucoup parler de numérique dans cette émission. Comment vous communiquez justement? Est-ce que vous avez été appuyé par le numérique dans cette période?
Alors complètement, parce que la partie de nos effectifs qui est normalement au bureau s'est retrouvée en télétravail sur le premier confinement. Donc on était en effectif vraiment très réduit en présentiel, on était 3 et les 5 autres collaborateurs étaient en télétravail. On n'avait jamais fait de télétravail à la Maison du Puy depuis des années, puisque nous, l'essence même, c'est le chantier. Donc très vite, on s'était retrouvés avec des personnes qui... on a dû mettre en place des outils, des outils que tout le monde connaît aujourd'hui, de visio, et puis on a dû instaurer une nouvelle routine, celle de se retrouver tous les 2 jours avec un petit temps pour faire le point et puis tout simplement échanger sur l'avancement de l'entreprise, les difficultés. On va faire un petit point avec Laurent Degré. On va revenir vers vous, bien sûr, sur l'après, parce que vous avez ensuite adapté et continué d'adapter votre fonctionnement. Laurent Degré, je voulais venir vers vous, parce qu'en tant que président de Cisco France, vous incarnez la transformation digitale des sociétés. Et d'ailleurs, je me suis posé la question, toutes les sociétés ou pas chez Cisco? Est-ce que vous couvrez vraiment, est-ce que vos solutions, parce qu'on sait que 80% d'Internet, en gros, passe par vos équipements, mais pour autant, est-ce que votre gamme d'outils s'adresse aussi bien à une Marie Dupuy courte avec son entreprise de 40 personnes, ou on pense surtout grands groupes ETI, ou pas forcément? Non, c'est tout. Ces technologies sont disponibles sur l'ensemble de nos clients. Ça va du grand groupe du CAC 40, l'opérateur télécom, et puis aussi la PME. Et Marie l'évoquait à l'instant. Notre métier, c'est quoi, nous? C'est de connecter, de transporter de la donnée et de la sécuriser. Et ça se traduit comment sur les PME? Ce sont ces fameux outils de collaboration immersifs qui permettent le télétravail et qui a bien servi pendant la crise. La plateforme Webex, notamment, qui est votre plateforme. La plateforme Webex, et qui permettent d'avoir un environnement immersif pour l'employé, le collaborateur, dans sa relation du travail, mais aussi avec ses fournisseurs, avec ses clients. C'est aussi, bien évidemment, l'infrastructure, le Wi-Fi, tout ce qui fait que ces data, elles passent, la voix, la téléphonie. Oui. Et puis, c'est aussi, c'est extrêmement important, c'est aussi la cybersécurité. Cisco est le premier acteur en valeur sur le marché de la cybersécurité mondiale. Et c'est aussi notre métier, c'est de sécuriser tout ça. Et Dieu sait, on en parlera aussi, notamment avec des chiffres de France Num, mais la cybersécurité est un vrai sujet, parce que l'un de vos collaborateurs expliquait récemment qu'il y a eu plus 887% d'attaques cyber au mois de mars dans le premier confinement, parce que chacun a fait un peu n'importe quoi, parce qu'il n'était pas habitué, parce qu'on va peut-être demander à Marie si elle avait bien fait attention à ses mots de passe et dit à tous ses collaborateurs surtout de ne pas cliquer sur tous les mails malveillants. Comment peut-on, juste un mot là-dessus pour la cybersécurité, puisqu'on est face à des patrons de TPE et PME qui sont peut-être moins habitués, est-ce qu'il y a 2-3 conseils clés là-dessus? Au-delà des équipements, au-delà des... Oui, bien sûr. Il y a, alors, si on revient sur cette augmentation énorme en termes d'attaques, il faut savoir une chose, c'est que la surface d'attaque, en fait, c'est multipliée. C'est-à-dire que, puisque les collaborateurs sont à distance, le moyen d'attaquer pour les hackers, c'est multiplié. Après, je crois que ce qui est le plus important, au-delà de l'équipement, c'est aussi une certaine forme d'éducation et de prise de conscience. Oui. Il y a des méthodes très simples. Ce sont les mots de passe, ce sont d'autres choses. Il faut vraiment prendre ça de manière très très sérieuse, et je pense que la formation, l'éducation au sens large, ça doit être une priorité des dirigeants. C'est la première des priorités. Parce que ça semble pas, on va le voir d'ailleurs, la toute première quand on pense numérique. On va venir avec Aurélien dans un instant. Juste un chiffre que vous m'avez également cité par rapport à des études qui ont été réalisées à la demande de Cisco sur le retard numérique ou la maturité numérique des entreprises françaises. Nous sommes à la 11e place. Ça s'améliore ou pas? On en est où par rapport aux études précédentes sur les mêmes critères? C'est à peu près stable, oui. Mais c'est un nouvel indice qui a été créé. Donc il faut aussi prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça. En 2 mots, juste pour expliquer ce qu'est cet indice. C'est une étude que nous avons menée avec le cabinet IDC, qui est spécialiste dans les études économiques et technologiques dans le monde de l'IT. Et on a essayé de dégager par rapport aux différents pays un index de maturité. Où est-ce qu'on en est sur le digital? Alors il y a plein de critères et on ne va pas rentrer dans le détail. Mais ce qu'il faut retenir, c'est la France est en 11e position. On n'est pas des mauvais élèves, il faut être très clair là-dessus. Après, on n'est pas non plus en avance par rapport à nos collègues en Allemagne et au Royaume-Uni. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir aussi. Et puis, grâce à cet indicateur, on permet aussi en faisant de la corrélation de données, on s'aperçoit que si on se benchmark par rapport à des Allemands ou des Anglais, ça pourrait potentiellement générer à peu près 200 milliards au niveau de l'économie française. Au niveau de l'économie française, la seule économie française. La seule économie française, sur une période de 4 ans, d'ici à 2024,
si je fais des maths rapidement, ça fait 0,2% de PIB. Bah, je pense qu'il faut le... En ce moment, on est preneur. Aurélien Palix, je rappelle que vous êtes en charge de une partie de la sous-direction des réseaux usages numériques à la DGE. La DGE, c'est notamment France Num. France Num fait beaucoup d'études sur tous ces éléments. Qu'est-ce qu'on peut donner comme chiffre clé pour bien comprendre à la fois cette maturité numérique des TPE-PME et aussi quels sont à la fois les obstacles qu'ils ressentent ou ceux qu'ils voient comme intérêt de cette digitalisation? Alors, un des premiers constats, je pense que c'est effectivement que on a encore beaucoup de marge de progression à faire sur la numérisation, notamment des TPE, puisque France Num s'intéresse beaucoup aux TPE surtout. C'est curieux, enfin curieux, non, mais il y a aussi une étude faite au niveau européen, le Digital Index, c'est ça. Et on est 11e aussi. Mais du coup, les études sont donc bien faites. Les sondeurs ne se sont pas trompés cette fois-ci. Donc on a progressé un petit peu, parce qu'on est parti de la 14e place, je crois, il y a 2-3 ans. Donc on progresse. Donc on progresse. Oui. Notre objectif, justement, avec France Num, c'est aussi de continuer à essayer de progresser, à essayer de pousser les TPE à se numériser. On a fait une étude avec le BCG et Ernst & Young récemment. Très spécifique PME, 1013 personnes, 304 PME, TPE, c'est ça, 51 PME de 10 salariés et plus. C'est ça. Donc là, on est vraiment dans notre cible. On a sorti qu'effectivement, il y avait quand même beaucoup de marge de progression, mais qu'il y a déjà une prise de conscience. C'est-à-dire qu'on avait quasiment 70% des TPE qui avaient pris conscience que le numérique pouvait les aider dans leur activité au quotidien. Ça rejoint très clairement, Laurent Degré, ce que vous évoquiez tout à l'heure. Ce qu'on s'est dit au téléphone, c'est que très clairement, c'est un formidable accélérateur d'une tendance qui existait en fait, ce Covid. Exactement. Je crois qu'il n'y a pas de nouvelle technologie. Il y a simplement une accélération. C'est un catalyseur, c'est un accélérateur parce qu'on a une dépendance maintenant au digital. Donc avant, on le voyait comme un moyen de se différencier, d'améliorer la relation client et les échanges avec ses fournisseurs. Maintenant, il y a une vraie dépendance. Donc c'est effectivement un accélérateur. Et je reviens à cette étude avec IDC. Nous, on a sondé des patrons de PME et on s'aperçoit que c'est de l'ordre de 93% maintenant des patrons de PME qui se sentent dépendre du digital et donc ils doivent accélérer. Absolument. Alors ce qui est marrant, c'est que je donne 3-4 chiffres aussi de votre étude, Aurélien, si vous m'y autorisez. Le numérique facilite la communication avec mes clients pour 72%. C'est un des premiers atouts qu'ils y voient. Une deuxième atout à 68%, il représente un bénéfice réel pour mon entreprise. À 50%, il facilite la communication avec les employés et les collaborateurs. Et alors, ça ne corrobore pas exactement ce qu'on disait sur la cybersécurité. Alors peut-être parce qu'ils n'en sont pas assez conscients. Ils ne sont qu'à 36% à dire j'ai un risque de me faire pirater mes données. Mais alors je précise, ces chiffres-là, c'est avant la crise Covid. Je pense que, oui, voilà, d'accord. Puisque bon, c'est des études qui prennent un petit peu de temps à faire. On va mettre en place une étude aussi, le baromètre France Num, avec des premiers résultats attendus en mai 2021. Et je pense que les chiffres seront beaucoup plus parlants. Alors Marie, je reviens vers vous sur ces sujets qu'on évoque en ce moment. Vous nous écoutiez à distance, je le rappelle. Est-ce que vous faites partie de ces 94% de PME qui se disent je n'ai plus le choix, il faut que je me digitalise? Et pour vous, justement, quels sont ces atouts dans une entreprise artisanale comme la vôtre? Vous évoquiez vous-même, notre vie, c'est les chantiers, sur les toitures, sur des charpentes, etc. C'est quoi le numérique pour une entreprise comme la Maison du Puy? Oui, bien sûr, le numérique aujourd'hui, c'est vraiment indispensable. Alors vis-à-vis de clients, l'image, ce qu'on est capable de faire. Aujourd'hui, il n'y a pas un client qui nous appelle sans avoir vérifié avant notre site internet ou notre profil Facebook. Donc commercialement, c'est très important. C'est aussi très important en termes de ressources humaines. C'est pareil, aujourd'hui, je crois que j'ai aucun collaborateur qui vient postuler ou passer un entretien sans avoir vérifié au préalable ce que faisait l'entreprise et comment elle communiquait. Donc c'est devenu un atout absolument indispensable. On s'aperçoit qu'on a encore quelques freins un peu techniques et ça c'est important par rapport à ce que disaient les deux autres invités. C'est qu'au début du confinement, oh là là, qu'est-ce qu'on a eu comme problème aussi encore de débit. Je suis désolée, mais alors, bon, moi entre deux, j'ai déménagé l'entreprise, donc j'ai bien vu. Premier confinement, j'étais à la campagne. Alors le matin, ça allait, mais l'après-midi, on avait des vrais problèmes de débit Internet. C'était terrible. Aujourd'hui, on a la fibre. Alors là, c'est que du bonheur, on peut vraiment tout faire. Et ça, je pense que ça doit être un enjeu qu'il faut exploser dans les mois qui viennent, parce que toutes les entreprises doivent pouvoir accéder à la fibre dans les mois prochains. Parce que ça lèvera aussi beaucoup de difficultés, notamment par rapport à l'utilisation aussi de certains logiciels à distance. Parce qu'il nous faut une puissance, il faut des ordinateurs aussi capables. Et ça, tout ça, ça a été mis en lumière effectivement depuis quelques mois. Donc il y a un accélérateur incroyable sur l'usage de nos outils numériques. Et les collaborateurs sont en demande. Alors ils sont aussi en demande de venir travailler en présentiel parce qu'il y a l'esprit d'équipe.
Mais aujourd'hui, ils sont en demande pour travailler de temps en temps, à distance, et il faut qu'on puisse offrir les infrastructures et le matériel nécessaire. Alors, Laurent Degré, je reviens vers vous parce que dans votre étude, il y a également des éléments qui sont très importants et même un peu inquiétants, puisque un des obstacles, en fait, c'est justement la pénurie de compétences et de talents numériques dans l'entreprise, mais aussi parfois le manque de budget ou d'engagement des équipes de management. C'est intéressant. Je ne sais pas si on le ressent. Peut-être, Aurélien, est-ce que c'est des choses que vous corroborez au niveau de France Num, ces deux sujets-là? Totalement, et c'est vraiment un des sujets aussi, un des objectifs de France Num, c'est de sensibiliser non seulement de sensibiliser les entrepreneurs à l'intérêt de se digitaliser. Alors bon, la crise a été un accélérateur. Je pense qu'il faut qu'on continue dans cette dynamique. Vous êtes clairement aidé par elle. Et ensuite, il y a la question, bien sûr, du financement, sur laquelle on lance aussi au niveau du gouvernement quelques initiatives, notamment pour la digitalisation des commerçants, avec la mise en place d'un chèque numérique qui a été annoncé par Bruno Le Maire de 500 € par C'est très récent, commerçant. cette semaine, au début de semaine. Cette pénurie de compétences, comment y remédier, Laurent Degré? C'est une dans bonne l'entreprise question. et d'implication du management aussi, les deux. Alors l'implication du management, je crois qu'on revient à cette crise du Covid. Il y a un accélérateur, hein, je reviens sur les chiffres que je partageais avec vous. Le digital n'est plus une option, c'est quasiment obligatoire. Donc je pense que la prise de conscience, elle est faite et on a pu travailler là-dessus. Maintenant, l'aspect compétence, c'est un vrai problème. La compétence est rare et la compétence est chère, puisqu'elle est rare. Et je pense que ça passe par la formation, l'apprentissage, ce que fait France Num, la DGE de manière générale. Il faut démocratiser encore plus l'accès à ces compétences, il faut former. Nous, chez Cisco, vous savez, on s'appuie sur 1200 partenaires français pour avoir la proximité, les compétences, parce qu'on ne pourrait pas le faire tout seul, de toute façon. Donc, il faut que ça se duplique comme ça, et ça passe par l'éducation, ça passe aussi par des aides gouvernementales, par une sensibilisation, j'imagine. Et c'est une course un peu effrénée, mais on n'a pas le choix, il faut y aller. Il y a un truc intéressant qu'on évoquait l'autre jour, c'est que le Wi-Fi peut aussi aider. Parce qu'il y a un sujet, alors, je pose la question à Marie. Marie Dupuis-Courte, on évoquait dans différentes émissions d'Impact PME le retour dans l'entreprise après le confinement. Là, on est en reconfinement. C'est un vrai sujet. Et comment l'avez-vous vécu, ce retour, en fait, après le premier confinement dans l'entreprise? Les gens étaient contents, ils avaient envie. Est-ce que ça va changer durablement votre mode d'organisation, ce télétravail? Oui, enfin vraiment, tout le monde était ravi de revenir dans l'entreprise et vraiment les premiers mois, il n'a pas été question forcément de refaire du télétravail jusqu'à l'été, jusqu'en septembre, parce qu'il fallait partager, repasser en mode projet, ce qui est quand même beaucoup plus facile en présentiel. Et donc voilà, la question c'est pas du tout posée jusqu'en septembre. Et puis en septembre, on a commencé à avoir des demandes et des demandes vraiment ponctuelles. Parce qu'il y a certaines tâches qu'on a besoin de faire en étant seul, isolé, parce qu'on est beaucoup plus productif, on n'est pas dérangé par les mails, les appels, le passage de quelqu'un. Et là, aujourd'hui, c'est ça qui est en demande. C'est-à-dire, on a besoin d'une partie où on est une équipe, on travaille tous ensemble. Et puis, pour mon travail individuel, finalement, j'aimerais bien le faire chez moi, au moment où je veux, avec ma propre organisation, et je suis plus efficace sur certaines tâches. Voilà, sauf que là, je reviens aussi vers Aurélien et son étude, c'est qu'il nous faut de l'équipement numérique pour ça. Et là, France Num aussi a fait dans l'étude quelques indications sur les équipements numériques des TPE-PME. Et je viendrai après vers Laurent pour savoir comment est-ce que, quand on a tous ces équipements chez soi, eh bien, on arrive à trouver des outils collaboratifs malgré tout pour continuer à avoir accès aux données, où doivent être les données. On peut peut-être prendre quelques conseils de votre part là-dessus. Où est-ce qu'on en est en termes de device? Parce que toute cette tendance à la digitalisation, au télétravail, est-ce qu'on est équipé pour ça dans les entreprises, dans les TPE, PME aujourd'hui? Alors dans les TPE, il y a encore un gros gap à faire. On n'a pas de chiffres très précis sur le sujet, mais effectivement, il faut aussi cette digitalisation passe aussi par l'équipement et qui revient encore une fois au sujet du financement, puisque c'est pas toujours évident en période de crise justement de s'équiper. En fait, il y a quand même un chiffre dans votre étude qui m'a surpris. Il y en a que 59% qui ont une adresse email professionnelle avec le nom de l'entreprise. Oui. C'est-à-dire qu'il y a 40% qui ne peuvent pas non plus se présenter au nom de l'entreprise. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on n'y est pas encore. Non, il y a encore je ne parle même pas du nombre d'entreprises qui ont un site internet hors réseaux sociaux qui n'est que de 37%. Or aujourd'hui, Marie vient de le rappeler, la première chose que font ses clients quand ils s'intéressent à la rénovation de leur maison ou de leur château, peut-être, je ne sais pas, avec tout ce que vous savez faire, c'est de regarder un site web. Là aussi, on a beaucoup de boulot. Ça va passer par quoi, ça? Parce que ce sont des problèmes de financement ou également de prise de conscience, essentiellement?
Alors il y a un petit peu les deux, c'est-à-dire que il faut pouvoir créer son site, et donc c'est quand même un certain investissement, et ensuite il faut aussi le faire vivre et continuer à l'animer pour pouvoir continuer à garder sa visibilité, parce que finalement créer un site, si c'est pour que personne ne puisse le consulter, l'entrepreneur il voit pas forcément un intérêt, et donc il faut qu'il y ait non seulement la création du site, mais aussi tout l'accompagnement autour, avec le référencement, avec la mise en avant, notamment l'utilisation des réseaux sociaux, puisque Marie en parlait, mais en tout cas il y a tout un travail global à faire sur le sujet, et ça, il y a encore un gros progrès à faire sur ce sujet-là. Et je le disais, en fait, Laurent Degré, avoir les devices, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Parce qu'il faut effectivement qu'ils communiquent entre eux. Bien sûr. C'est quoi la bonne stratégie? Parce que le cloud envahit tout. Toutes les TPE, PME ne sont pas du tout encore passées au cloud. Alors c'est une façon de... Rappelez-nous peut-être ce que c'est quand même, parce que peut-être pour celles d'entre eux pour lesquelles ce n'est qu'un mot anglais inhabituel, quelle est la bonne stratégie en matière? Où faut-il mettre ces données aujourd'hui? Alors, il nous faudrait un peu plus de temps. Oui, j'en ai conscience. Le cloud, c'est quoi? C'est l'ensemble, on va dire, des ressources de calcul qui vous permettent de faire fonctionner votre réseau et votre infrastructure, et puis vos applications. Plutôt que de les héberger chez moi, je vais les mettre chez un fournisseur qui est ce fameux fournisseur de cloud. Alors, est-ce qu'il faut mettre les données ici ou pas? Ça nous amène directement au sujet de la souveraineté ou pas. Il y a un peu comme toujours, la vérité est un peu au milieu. C'est-à-dire qu'on a besoin de bénéficier du cloud, ça amène de l'agilité, ça amène de la flexibilité. Oui, ça permet de se connecter à distance. Si je suis chez moi, je bosse à distance dans un espace de coworking, en déplacement, en TGV, etc. Bien sûr. Après, ça ne va pas tout régler. Vous avez besoin de votre infrastructure, vous avez besoin de vos outils, puis vous avez besoin de conserver vos données et encore une fois, de les protéger. Parce qu'une PME, on parle aujourd'hui des PME, une PME qui va se faire hacker sur son système d'information, si elle est bloquée pendant 15 jours ou un mois, elle n'a peut-être pas la trésorerie pour supporter tout ça, donc c'est extrêmement important. Après, je voulais juste revenir sur ce que disait Marie, c'est très intéressant l'aspect retour au bureau. Oui, si vous me permettez. C'est moi qui ai oublié de vous poser la question là-dessus, parce que je voulais également vous interroger là-dessus, allez-y. Parce que alors moi, c'est un peu mon dada en ce moment. Je pense que ce qu'on va vivre, c'est que il n'y a pas le travail et le télétravail. Ça, c'est une fausse idée. C'est une idée d'avant. C'est une idée d'avant. C'est une idée d'avant. Du monde d'avant. Il y a un ensemble d'outils, d'applications, et il y a une plateforme digitale qui permet de travailler différemment, mieux, d'améliorer la relation client, de donner de la flexibilité à ses collaborateurs, et qui amène aussi une certaine forme d'attractivité aussi, qui permet pour les aussi, salariés. Oui, et puis qui permet aussi d'aller chercher des compétences un peu plus loin quand on est capable de travailler à distance. Donc tout ça, ça va cohabiter. Et je pense que ce qu'il faut que les patrons d'entreprises réalisent, c'est que c'est pas un coût là pour parer à une crise, c'est un investissement sur le long terme. Bien sûr. Marie Dupuy-Courte, je reviens vers vous sur votre organisation à vous. Est-ce que vous êtes dans le cloud ou est-ce que vous avez un serveur avec toutes vos données? Et comment protégez-vous tout cela? Que dites-vous à Laurent, qui est le pro de cela en tant que Cisco France? Alors c'est vrai que c'est très compliqué et moi ça n'a jamais été ma tasse de thé. Alors je me suis fait accompagner justement par des consultants. Parce que au début, je ne comprenais pas tous les enjeux. Et effectivement, aujourd'hui, nous, on a opté pour un mixte. C'est-à-dire qu'on a un serveur avec la sauvegarde de nos données, mais on a une partie qui est sauvegardée également sur un cloud pour pouvoir, au cas où, demain, si on a un problème technique. Et donc, il y a un peu de mix de tout. Et on utilise de plus en plus, effectivement, d'outils partagés, pour pas les citer, mais quand même, pour accompagner les TPE-PME dans un démarrage. Il faut reconnaître que Microsoft est quand même un bon outil parce qu'ils offrent un panel vraiment très intéressant. Et donc aujourd'hui, on sait de plus en plus, on utilise tous les outils de visio, de travail à distance, de SharePoint et aussi tous les outils réseaux sociaux. Parce que pour communiquer avec les collaborateurs qu'on voit de moins en moins, parce qu'on évite de croiser un petit peu les effectifs dans cette période, il faut reconnaître que c'est quand même pas mal de pouvoir communiquer avec des plateformes de chat. Alors ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on a toujours tendance à penser que les réseaux sociaux c'est fait pour faire connaître sa marque via des Instagram, des Facebook, des LinkedIn, etc. Vous l'utilisez aussi beaucoup en interne? WhatsApp, on utilise énormément, on fait passer énormément d'informations aussi sur la protection, sur les nouvelles organisations. On a créé un WhatsApp d'entreprise. Très très brièvement, quelques instants, on va dire une trentaine de secondes, Marie Dupuy-Courte. C'est quoi votre principal défi d'entrepreneur dans les quelques semaines et mois à venir, compte tenu de l'incertitude dans laquelle vous vivez, comme toutes les entreprises, comme nous tous aujourd'hui?
Notre premier besoin aujourd'hui, c'est l'activité. Donc le défi, c'est effectivement celui-ci. On sent depuis quelques semaines une perte de confiance des Français et nous, on a besoin qu'en fait l'économie reparte et donc voilà, c'est l'activité. Alors pour développer l'activité, c'est vrai qu'on réactive aujourd'hui un petit peu toute notre communication aussi et tous nos réseaux sociaux. On l'a dit tout à l'heure, le site internet, ça faisait un peu longtemps qu'on l'avait peut-être pas retravaillé. Il faut le faire vivre. Il faut faire vivre déjà tout notre vivier aussi de clients, parce que ce qu'on veut, c'est essayer de passer la crise tous ensemble dans les meilleures conditions. C'est certain qu'un site internet, ça vieillit quand on ne le rénove pas et vos clients le voient chaque fois comme une première fois et vous l'avez un peu oublié parce que vous avez déjà fait le travail il y a quelques semaines ou quelques mois. C'est sans doute encore un très bon conseil de vous. Merci beaucoup Marie Dupuis-Courte. Bonne chance en tout cas à vous et à votre équipe. Merci. Et à votre belle entreprise. On n'a pas parlé de RSE, mais vous êtes également très impactée et très soucieuse justement de la responsabilité sociale, environnementale. Donc bravo à votre belle pépite française. Merci infiniment à vous Laurent Degré. Je rappelle que vous êtes le président de Cisco France, d'alimenter ces tuyaux et de garantir notre sécurité. Et bien sûr, merci à Aurélien Palix et à la DGE France Num de tout ce qu'elle fait de ce qu'elles font pour que les TPE, PME soient encore plus digitales. C'est la fin de cette émission. On se retrouve le week-end prochain, bien sûr, pour un nouveau numéro d'Impact PME. Bon week-end à tous. Ciao.